Cet hiver-là, sur la Tamise prise par les glaces, chose qui arrive à peine une fois par siècle, on a pu, au milieu du fleuve gelé, allumer un grand feu, faire cuire un bœuf entier sans que la glace ne se fende. Tout au sud de l'Angleterre, il y a la côte. Et tout au sud de la côte, il y a la presqu'île de Portland. On l'appelle aussi âpre montagne de la mer. Partout, ce sont des escarpements, des falaises, des murailles de roches déchiquetées. Partout, il y a l'océan qui découpe dans la paroi granitique de ses beautés à vomir. Tout au sud de la presqu'île, il y a une petite crique qui est entourée à des miles à la ronde de landes désertes, sans aucune trace ni d'habitation ni de vie humaine. Nous sommes un des plus froids soirs de janvier 1690, au moment où la nuit tombe. On dit toujours ça. On utilise toujours cette expression-là, la nuit tombe. Là, en bas de la falaise, il fait déjà nuit et en haut, il fait encore jour. On devrait dire plutôt la nuit monte. À l'intérieur de cette crique, quelque chose se passe. Quelque chose d'inhabituel, d'inusité, qui fait tournoyer dans le ciel au-dessus mouettes et oies de mer. Elle n'ose s'y poser. Il y a les deux bras de la crique. Au cœur, la mer. Là, un bateau amarré. On devrait dire une coquille de noix, plutôt. Ce bateau, c'est une ourque biscayenne. Et en plus de la mare, l'ourque est reliée au sol rocailleux de la crique par une planche en bois. Une sorte de pont branlant qui est posé d'un côté sur le bateau, la plage. Sur la plage, on distingue, ça se découpe à l'emporte-pièce dans les lumières du crépuscule, 8 à 10 silhouettes. Elles sont en haillons, en guenilles, bariolées. Il y a des taches de couleur. Et si on écoute le chuchotis qui s'échappe des silhouettes, la langue aussi est bariolée. Un mot d'anglais, gallois, basque, espagnol, argot, patois, langue inconnue. À l'intérieur de la troupe, il y a un être plus petit. Un nain ou un enfant. C'est un enfant. Sur la plage, au centre, il y a un gros tas de ballots, coffres, malles, valises, baluchons de tailles et de formes diverses. Et toute la troupe fait des allers-retours incessants de ce tas jusqu'à l'ourque, et de l'ourque à la crique. Crique, ourque, ourque, crique. Ça charge le navire. Une odeur de hâte, départ précipité, urgence. L'enfant dans le groupe. Il porte comme les autres. Il est chargé comme les autres. Il n'y a pas un regard ou un geste de tendresse des adultes à l'enfant. Qu'il ait des parents parmi eux, ça semble douteux. On dirait qu'il est juxtaposé à eux. Ça charge, ça charge, ça charge, ça y est, l'ourque est chargée, toute la troupe est à terre. L'enfant pose le pied droit sur la planche pour entrer dans le bateau. À 7 secondes, toute la troupe lui passe devant. Le premier le repousse du poing, le deuxième du coude, le troisième de l'épaule, le quatrième de la hanche, le dernier, celui qui semble être le chef, bondit à l'intérieur de l'ourque. En sautant, il donne un coup de talon dans la planche bascule à la mer, il prend une hache, tranche la mare, le bateau part, l'enfant reste seul à terre. Cet enfant, il est tête nue. Il a pour pantalon ce qui a dû être un pantalon autrefois, pour chemise ce qui a dû être une chemise autrefois. Il a un seul vêtement chaud sur lui, c'est une chose qu'on appelle un surroi de marin.
Vous savez, c'est un de ces gros imperméables qui protègent de la pluie, la neige et le vent. Il regarde la mer. Une vague lui lèche les pieds. Il s'étire, s'étend, bâille et... Devant lui, à pic, la paroi de la falaise. Dessus, un de ces chemins désagréables à regarder tellement il est vertical. Vous savez, comme en montagne, un de ces chemins qui ressemble plus à une chute qu'à un chemin. L'enfant regarde à nouveau la mer. Il aperçoit l'ourque biscayenne. Elle entre en haute mer, une vague l'avale et elle disparaît de l'autre côté de l'horizon. L'enfant commence à escalader la paroi de la falaise. Il escalade le sentier, s'en écarte, il revient, grimpe, cherche, tâtonne, persévère, grimpe, glisse, roule, se redresse, grimpe, grimpe. Aux 2/3 de la paroi, une petite plaque de neige qu'il ne voit pas. Il a brusquement le glissement de la tuile sur un toit. Il dégringole au bord de la chute. À la dernière seconde, il empoigne une petite touffe d'herbe sèche, se redresse, se remet debout, grimpe, 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 grimpe. Là, juste l'espace pour poser à plat ses 2 pieds. L'enfant reprend son souffle. Pendant que lui grimpait, la nuit, elle, continuait de monter. La nuit l'a dépassé maintenant. Sous ses pieds, le précipice s'aggrave d'obscurité. C'est à peine si l'enfant, en suspension, presque en survol, c'est à peine s'il distingue la fin de la mer et le début de la crique. Il est en apesanteur au-dessus d'une immensité noire. Une lumière s'allume au milieu de cette immensité. C'est le fanal, le feu au cœur de l'ourque biscayenne. Cette lumière de l'ourque au milieu de l'obscurité des vagues, on dirait un drap mortuaire. Un linceul debout en marche, avec en dessous quelqu'un qui tiendrait à la main une étoile. Une bourrasque s'empare de l'ourque, la fait virer de bord, disparaître à l'horizon, cette fois-ci pour jamais. Il y a toujours ce moment, je déteste ça. Vous savez, c'est exactement pareil. Quand on monte, que ce soit une falaise, ou que ce soit un sommet de montagne, ou même une côte un peu raide, je ne sais pas si vous voyez cette seconde précise où on arrive au sommet, le sommet recule. Enfin, l'enfant pose ses 2 pieds au sommet de la falaise. Derrière lui, en contrebas et jusqu'à l'horizon, il y a la mer hérissée de vagues d'écume, première blancheur. Au-dessus de sa tête, le ciel lourd de nuages annonciateurs de tempête, 2e blancheur. Devant lui, 3e blancheur, la lande. Une immense étendue déserte, aucune trace d'habitation ou de vie humaine, seulement quelques plaques de neige. L'enfant est sur la presqu'île de Portland. L'enfant ne sait pas qu'il est sur la presqu'île de Portland. L'enfant ne sait pas ce que c'est qu'une presqu'île, il ne sait qu'une chose, c'est qu'on peut marcher jusqu'à ce qu'on tombe.
Alors, à la recherche d'un chemin, il marche. Il traverse un premier grand plateau en diagonale. À son extrémité, il y a une petite barrière rocheuse, il l'escalade. Deuxième grand plateau, barrière rocheuse. Troisième. Autour de lui, il voit des tournoiements blanchâtres, des plaques de neige que le vent soulève. Au fur et à mesure, la nuit devient de plus en plus obscure. Ça raccourcit son champ de vision. C'est à peine si l'enfant distingue, sous ses pas, les touffes de bruyère racornies, desséchées, qui le frôlent, le griffent. Il avance. Plateau après plateau après plateau. L'enfant s'arrête, tend l'oreille, hoche la tête d'un air satisfait et il se dirige sur sa gauche. Sur sa gauche, il y a le bord du plateau, un petit monticule. Au sommet du monticule, l'enfant distingue dans la brume une sorte d'arbre, et de cette sorte d'arbre provient un son. Pas la mer, pas le vent, pas un cri d'animal. L'enfant se dirige vers la sorte d'arbre, l'arbre d'invention humaine. Il parvient au bas du monticule. Il y a quelqu'un, en effet. Un immense bras en bois qui sort de terre, avec l'index replié, le pouce pour relier le bout des doigts au poignet, au bout des doigts un fil qui, avec le vent, fait le bruit d'une chaîne. C'est une chaîne rouillée à laquelle est attaché quelque chose de noir, d'informe. C'est ce qui n'est plus. L'enfant est devant cette chose, muet, étonné, l'œil fixe. Pour un adulte, ce bras en bois qui sort de terre, ça aurait été un gibet, une potence. Pour l'enfant, c'est une apparition. Pour un adulte, cette masse noire et informe, ça aurait été un cadavre pendu. Pour l'enfant, c'est un fantôme. Il ne comprend pas. Il sent dans tout son corps une attraction d'abîme. L'enfant avance en voulant reculer, monte en voulant descendre, pose ses deux pieds contre le bois du gibet et... C'est emmailloté comme un bébé, ça a la taille d'un homme. La toile qui l'entoure est rompue, moisie par endroits. L'enfant voit sortir là un genou, ici des côtes, par endroits ses cadavres, par endroits ses squelettes, ses goudronnés. Ça donne un aspect mouillé, visqueux. Ça et là, il y a de vagues rubans d'argent, des limaces qui s'y sont promenées. L'enfant regarde, les yeux devenus deux trous, le nez trou, la bouche trou. Dans cette absence de lèvres qu'est devenue la bouche, les dents sont restées luisantes. La face a conservé le rire. À chaque seconde peut sortir de la bouche vide un cri. Dans l'orbite gauche, une larme luit, une goutte de goudron figé. L'enfant regarde le mort le regarder. Le froid, l'engourdissement le gagne. Il ne sait plus lui-même s'il est debout, s'il dort, rêve
vit, il glisse vers le mort. Il va le rejoindre dans son dernier sommeil. Le mort le sent. Le mort le refuse. Au sommet du gibet, le mort se met en mouvement, oscille gauche, droite, gauche, droite, un battement, un balancier de l'horloge de l'éternité. L'enfant hypnotisé suit les mouvements du mort, puis la brise devient bise, le mouvement devient secousse, la chaîne qui jusqu'alors avec le vent grinçait, crie. Bataille entre la mort et la nuit. À l'autre extrémité du ciel, répond au cri de la chaîne un grand bruit, battement d'ailes, arrive par dizaines de dizaines, ça crisse, craque, grouille, coasse, croasse par troupes et par légions, une nuée de corbeaux qui s'amassent, s'amalgament, s'agglutinent, se pose sur le bois du gibet. Un des corbeaux saute sur le cadavre. Tous les corbeaux sautent sur le cadavre qui est recouvert de dizaines et de dizaines d'ampoules noires. Ça grouille dans l'obscurité. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le vent? Le mort fait un bond formidable. Il bondit, pivote, tressaute. Un pantin macabre ayant pour fil la chaîne du gibet, il danse avec le vent. Les corbeaux reviennent. La lutte commence. Le mort semble pris d'une vie monstrueuse. Les souffles devant le soulèvent comme s'ils allaient l'emporter. Il se débat, cherche à s'évader, son carcan le retient. Les corbeaux répercutent tous ses mouvements, reculent, se ruent, effarouchés, acharnés. Poussé par tous les spasmes de la bise, le mort a des soubresauts. Choc, accès de colère, il va, vient, monte, tombe, éparpille les seins. Saisi de folie sous cette meute de becs qui le déchire, il multiplie dans le vide les frappements aveugles. On dirait un lance-pierre géant au cœur de la bourrasque. Évanouissement de la horde, retour furieux, coup de bec, coassement, arrachement de lambeaux qui ne sont plus de la chair, craquement de la potence, cliquetis de la rafale, froissement du squelette, combat spectre. Le mort fait un nouveau bond, les corbeaux effrayés s'écartent. Il recule pour prendre son élan. Il agite ses bras squelettes, il claque au vent. Il ouvre sa mâchoire hérissée de dents béantes. Il fonce sur les corbeaux, prêt à les mordre. L'enfant court, fuit, court, fuit, court.